Youpi! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon top film 2025, une vidéo que je sors malheureusement très tard en ce mois de janvier parce que j'ai très mal commencé l'année 2026, je suis tombé extrêmement malade, je me suis chopé une grippe carabinée qui a fait que j'ai été pendant 2 semaines vraiment complètement cloué au lit, je commence à peine à en remettre et encore je pense que j'ai une côte fêlée tellement j'ai pété, tellement j'ai toussé. Non évidemment oui, donc j'ai bien galéré, j'ai bien mangé. Mon réveillon à moi ça a été dans mon lit endormi à 20h, réveillé à 2h, youpi, bonne année tout le monde. Il n'empêche que je suis hyper content, hyper heureux de pouvoir faire cette vidéo. C'est vraiment l'apothéose de la fin de ma maladie parce que ces vidéos de top et flop, je les fais, ça y est, depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que j'enregistre les films qui m'ont marqué pendant cette année, que j'ai adoré ou que j'ai détesté. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir le partager avec vous. Moi, ça me permet effectivement de me garder une trace, un souvenir assez précis de ce que j'ai vécu chaque année et de le bien repérer dans le temps parce qu'évidemment, je vois tellement de films, c'est tellement ma passion de cinéma que c'est évidemment très compliqué au bout d'un moment de se souvenir de tout ce qu'on a vu. Ça me fait vraiment hyper plaisir, ça me touche au cœur de me dire voilà, ça fait 10 ans que je fais ça et j'espère pouvoir continuer à faire ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc que je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie quoi. C'est des vidéos de cœur qui m'ont toujours touché, que j'ai toujours adoré faire. Mais c'est surtout des vidéos très longues, donc on va pas perdre de temps et je vais d'abord commencer par vous présenter les séries que j'ai adorées cette année. On commence avec une série Netflix qui s'appelle America Primeval, en fait qui est une série sur l'Ouest américain au moment de la conquête de l'Ouest par les colons. C'est une série extrêmement violente, voilà, qui prend de nombreux partis où on va voir un peu s'entretuer différentes factions parmi les colons, les mormons, les indiens natifs d'Amérique. C'est une série sans concession qui est extrêmement violente, qui montre complètement la violence des colons et aussi la violence des indiens qui défendent leur terre comme ils le peuvent, mais aussi avec une féroce barbarie. Voilà, c'est de la violence légitime parce qu'ils défendent leur terre, mais vraiment c'est très cru, vous allez voir, si vous êtes un peu sensible à la violence et tout ça, passez votre chemin, mais je trouve que dans la représentation de cette époque-là et de la violence de cette époque-là, c'est une série qui est très bien faite, qui se tient très bien avec des personnages tout à fait intéressants, bien écrits, bien traités, donc j'invite vraiment à regarder American Primeval sur Netflix. J'ai découvert aussi cette année une super série anglaise qui s'appelle Slow Horses, qui vont être en fait des agents, des espions anglais, qui sont un peu les rebouteux, disons, du système des espions du MI6 quoi. C'est un petit peu tous les losers qui se sont plantés un moment dans leur carrière et qu'on a mis sous la coupe du personnage de Gary Oldman qui est en roue libre et tellement drôle. Il joue un vieux dégueulasse qui rote, qui pète, qui vient au bureau avec ses chaussettes trouées, qui en a plus rien à foutre de la vie. Et mine de rien, cette petite équipe faite de briques et de broc va réussir et va se retrouver mêlée à des dossiers assez sérieux et va réussir à les régler. Ce qui est super sympa, c'est que chaque saison c'est un nouveau dossier, une nouvelle approche d'une nouvelle menace. Ça peut être les Russes, les néo-nazis. À chaque fois vous êtes surpris avec une nouvelle enquête et le casting est très, je trouve, touchant dans le sens où on s'attache très vite à eux. C'est peut-être des fois je trouve un peu forcé en termes de personnalité, voilà, on nous présente des personnages qui sont un petit peu hors du commun, mais j'ai bien aimé ce côté équipe de briques et de broc parce que ça m'a rappelé la première saison de The Wire, ma série préférée évidemment, série de légende. The Wire, si vous n'avez pas encore vu The Wire, je ne sais pas ce que vous faites devant cette vidéo, mais j'ai retrouvé voilà, ce sentiment de c'est un peu tous des cassos, mais ils ont chacun un petit peu leur spécialité et si on les pousse un petit peu dans leurs extrêmes, ils vont réussir à faire quelque chose. Et la série est sans concession, il y a beaucoup de tension, il y a même des retournements de situation assez dramatiques. Voilà, donc je trouve que c'est une série très agréable avec beaucoup de surprises, un humour vraiment so British qui vient parfaitement saupoudrer cette ambiance d'enquête espionnage dans une super série qui a déjà 4 saisons et qui tourne à un rythme effréné. Il y a une saison qui sort par an et je crois que la 5e saison va bientôt sortir. Cette année j'ai également adoré Invincible 3, alors là je suis vraiment tombé des nues parce que je sais pas si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, j'avais détesté la saison 1 de Invincible que je trouvais assez morne. J'avais l'impression que c'était une espèce de suite d'épisodes filler avec des méchants pas très intéressants, mais tout l'intérêt d'Invincible c'est que chaque méchant qu'on a vu au départ va être développé, va toujours revenir dans l'intrigue et va développer justement son intrigue, ce qui fait qu'on a des méchants qui au départ étaient assez anecdotiques, qui vont prendre de plus en plus d'importance dans l'histoire cette histoire qui est toujours hyper violente, hyper pleine de dilemmes, mais vraiment des fois il y a des dilemmes moraux qui sont hyper intéressants quoi, et qui toi en tant que spectateur te font vraiment te questionner. On est toujours dans un déluge de violence, voilà, sans pitié et absolument atroce, avec vraiment des grands moments de combat assez marquants. Je trouve quand même que la série a une petite propension à faire en sorte que y ait trop de personnages qui survivent. Il y a des personnages qui sont censés être morts et qui reviennent.
Voilà, c'est juste ça un peu qui me sort du truc, mais sinon Invincible, c'est bon, depuis la saison 2, je suis complètement accro, je suis scotché, je trouve ça vraiment incroyable et j'ai très très hâte de voir la suite. Autre mini-série aussi Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Combat des Chefs, voilà, par Alain Chabat, qui est une suite de punchlines hyper marrantes. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont un petit peu plus en dessous que les uns que les autres, mais vraiment je trouve que le film est bourré d'humour, de punchlines incroyables, et puis surtout il est moderne quoi. Voilà, moi j'avais peur que Alain Chabat il reste dans un humour un petit peu rétro, années 2000, années 90, et non vraiment il y a plein de références justement à notre monde, plein de références ultra contemporaines, il y a énormément de vannes qui marchent super bien, et le mélange justement de l'histoire de Uderzo et Goscinny, et puis voilà de la patte de Chabat, ça marche super bien. Ah bon, il y a un Gaulois en parlant des romans, il fait un gros salut nazi, il fait ça prendra jamais leur truc. Ouais, il y a plein de vannes hyper osées comme ça, voilà. Où, je sais plus comment il s'appelle, il dit c'est tout est beau fixe, et il dit le climat, ça changera jamais ça. Le personnage est incroyable, il y a plein de vannes qui sont hyper marrantes, qui marchent super bien, et qui vraiment m'ont fait exploser de rire devant mon écran quoi. On arrive dans mes 4 séries préférées de l'année, qui sont vraiment je trouve exceptionnelles, et je trouve que c'était une super année de séries, et on commence avec Adolescence, qui est une série de 4 épisodes, qui sont très très impressionnants sur le terme technique, parce qu'ils sont tous filmés en plan séquence, c'est des plans séquences extrêmement divers qui ont été pensés de manière très différente et à chaque fois c'est un petit peu une nouvelle prouesse technique. Et c'est une histoire où on va suivre un jeune adolescent qui voit la police débarquer chez lui un matin et qui est accusé du meurtre d'une de ses petites camarades de classe. Voilà, il doit avoir 13-14 ans. L'acteur qui joue le petit jeune a un niveau exceptionnel de jeu. Je trouve que pour un jeune adolescent, je crois qu'il a eu une récompense. Pour un jeune adolescent, il est vraiment très très fort, c'est vraiment très impressionnant. Et tous les acteurs sont super, même l'acteur notamment qui joue le père est vraiment aussi un acteur exceptionnel. Et pour tenir du coup sur des épisodes qui durent quasiment 1 heure, ce type de performances qui sont très très fortes en émotion à chaque fois, c'est vraiment impressionnant à regarder quoi. Le 3e épisode, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui, le rendez-vous avec la psychologue, où on est dans un espèce de huis clos, dans une salle fermée. Les performances d'acteurs là, mais c'est à couper le souffle quoi, la psy elle joue tellement bien. Et en plus la série a un propos de fond je trouve qui est très beau, voilà, sur nos sociétés hyper masculinistes, sur la violence des hommes, sur à quel point ça peut gangréner la société et qu'est-ce que ça peut amener comme problème, et tous les problèmes qui découlent de ça. C'est un sans faute pour moi, c'est un incontournable adolescence, il faut absolument que vous le regardiez si vous ne l'avez pas encore vu. Évidemment, on l'attendait, ça a été un long supplice, et alors pour attendre la saison 3, ça va être encore pire. Severance saison 2, qui est encore fait avec une maestria, vraiment, c'est une série de cœur, hein, Severance, voilà, sur l'alignation au travail, le monde du travail. Si vous ne connaissez pas un peu le pitch, ce sont des personnes qui sont engagées dans un travail, quand elles arrivent dans ce travail, elles se dissocient pour ne pas savoir ce qu'elles font dans ce travail qui est un peu top secret, et c'est une autre personnalité qui prend le dessus dans leur esprit, et qui va vivre du coup au travail. Sauf que évidemment les deux personnalités vont petit à petit se développer de manière très très différente, et bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu dans la saison 1, retournement de situation incroyable, tout ça. Je trouve que cette saison 2 est un petit peu plus faible, elle a quand même énormément de moments marquants, voilà, qui sont absolument légendaires. La danse de Milkshake, je ne m'en remets pas, je trouve ça absolument incroyable. Et il y a aussi moi une scène qui m'a beaucoup marqué, en montage alterné, où un personnage s'enregistre pour se parler à son autre lui-même, en lui montrant ce qu'il a enregistré avec la caméra. Bon, vous allez rien comprendre, si vous avez pas vu la série, vous allez rien capter, voilà. Mais cette scène en montage alterné, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu. J'attendais aussi un petit twist, voilà, à la fin, comme on avait eu dans la saison 1, mais il se trouve que le final est quand même vraiment super. Je crois qu'elle se conclut avec la saison 3, cette série, voilà, je pense que c'est une série qui va vraiment entrer dans la légende, ne serait-ce que par sa mise en scène, que par son ambiance, que par ce qu'elle dégage. C'est une série qui est créée et produite par Ben Stiller. Si vous ne connaissez pas encore Severance, c'est un thriller psychologique de science-fiction, voilà, absolument génial, qu'il ne faut absolument pas manquer. Moi j'ai passé un moment merveilleux devant cette saison 2. 3e série incroyable, Andor, mais Star Wars, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est l'anomalie du siècle, Andor. Déjà que la saison 1 était vraiment super, je trouve que la saison 2 l'est tout autant, propose justement encore une nouvelle vision, encore de nouveaux angles d'attaque sur ce que peut être justement la résistance en termes de nuances de gris, les choses violentes qu'on est amené à faire pour essayer de combattre le fascisme. Je trouve qu'on est sur des thèmes d'un sérieux et d'une profondeur qui détonnent tellement avec le reste de la production Disney
que pour moi c'est incompréhensible que cette série elle a pu avoir autant de budget et qu'elle ait pu réussir à mettre en place ces 2 saisons quoi. J'ai vu que, c'est l'avantage de tourner cette vidéo assez tard, que le nouveau directeur de Disney, il disait qu'il avait pas aimé Andor. Mais putain, c'est le seul truc bien qu'il y a eu depuis au moins 20 ans, 15 ans dans Star Wars. C'est un truc de fou, le mec, il est aveugle, il s'est crevé les 2 yeux, quoi. Alors c'est sûr, c'est pas avec Andor que vous allez vendre des jouets. C'est quand même dingue de se dire, ah mais c'est la meilleure œuvre Star Wars que j'ai vue depuis La Revanche des Sith. Et c'est rigolo parce que je trouvais que Rogue One Star Wars était un film qui était somme toute assez moyen, qui avait quelques grands moments, mais justement qui manquait de développement de personnages, alors que ces personnages, son groupe un peu de kamikazes envoyés dans une mission suicide, étaient au centre de l'intrigue et je trouve qu'ils n'étaient pas assez développés. Et du fait du coup de voir leur passé grâce à cette série, et ben quand tu regardes de nouveau Rogue One derrière, ça n'a plus du tout les mêmes enjeux émotionnels. Surtout avec cette fin incroyable et magnifique, le dernier plan de Andor. Il y a tout un truc dans la série où tu comprends pas trop ce que fait un personnage. Et quand tu vois le plan de la fin, et que tu comprends, mais ça m'a brisé le cœur. Écoutez-moi bien, j'ai versé ma larmichette, ce qui ne m'arrive jamais. Jamais je ne pleure devant un film, parce que je suis souvent un peu avec le recul et l'analyse. J'ai dû pleurer 5, 6 fois, 7 fois dans ma vie devant un truc, et Andor a réussi à me tirer une larme. Et je me disais, mon Dieu, mais tout ce qu'ils ont perdu dans Rogue One. Qu'est-ce que c'est triste cette histoire, qu'est-ce que c'est tragique. Et je trouve ça merveilleux qu'ils arrivent à te donner une nouvelle lecture d'une œuvre avec un préquel en fait, voilà, qui te fait reconsidérer ce que tu as vu. Je pense quand même que si vous vous lancez dans Andor, il faut quand même regarder Rogue One avant, parce que je trouve que l'expérience de justement découvrir le passé et que c'est ce choc émotionnel de la découverte de ce qu'ils ont perdu, c'est plus fort que de regarder tout à la suite. Donc regardez Rogue One, qui est un film Star Wars assez intéressant avec des grandes scènes quand même très sympas, et après regardez Andor, et militons, battons-nous pour que Disney crève la gueule ouverte s'ils nous sortent pas d'autres séries dans ce style-là. C'est une anomalie, c'est la tumeur de Disney qui pourtant a réussi à créer un truc fantastique. Steven Skarsgård, là, celui qui joue le chef de la résistance. Mais Mamma Mia, quelle performance! C'était incroyable! Ah là là, j'ai envie de chialer parce que je sais qu'on n'aura plus ça. Ce genre d'anomalie, on n'en aura pas avant 20 ans. So long Star Wars! C'était la DER, c'était le dernier baroud d'honneur. Résistance! Et messieurs dames, on passe à la meilleure série de cette année. Mon coup de cœur absolu! C'est un chef-d'œuvre de science-fiction. Pluribus de Vince Gilligan, donc le créateur de Breaking Bad. J'ai toujours bien aimé Breaking Bad, mais je trouve que c'est une série qui a des faiblesses. Ça ne m'a jamais habité comme Pluribus m'a habité à la seconde où j'ai commencé la série. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé la série sans connaître le pitch. Je vous invite vraiment à ne pas vous renseigner dessus, à essayer de ne pas vous faire spoiler. Je dirais juste qu'on va suivre une écrivaine un petit peu ratée, ou en tout cas qui déteste ce qu'elle fait parce qu'elle écrit des romans un peu à l'eau de rose, un peu gnangnan, qui va se retrouver dans une situation de science-fiction qui va impacter la Terre à l'échelle mondiale. Et elle va se retrouver avec un rôle important à jouer au sein de cette situation. Chaque épisode est une merveille de mise en scène, de dialogue aux petits oignons. Le rythme est parfaitement maîtrisé. Il n'y a jamais un plan en trop. Chaque épisode a une nouvelle idée, une nouvelle approche de ce thème, en plus qui est hyper riche. On est presque frustré, je trouve, à des moments de se dire « Ah, mais ce thème est tellement riche, cette idée de base est tellement riche qu'on aurait pu l'exploiter de plein de manières différentes. » Mais la série prend vraiment son temps pour te faire en plus ressentir ce que ressent ce personnage, qui est un personnage brisé, voilà, parce que elle vit un truc terrible au départ. Au départ, t'es même quasiment pas en empathie avec ce personnage, parce qu'elle a des réactions qui sont des réactions d'une personne en deuil. Et petit à petit, elle va réussir à dompter un petit peu cette situation au fur et à mesure. Je trouve que ton cerveau ne fait que de turbiner quand tu regardes cette série. Tu ne fais que de penser aux implications de ce que ça amène, implications morales. Mais qu'est-ce qui serait donc possible? L'intrigue, elle se révèle petit à petit. Des fois, tu as des switches dans le ton du récit. Il y a un épisode où d'un coup, les 21 minutes,
ça vire vers vraiment de l'horreur et de l'épouvante, quoi. Et c'est parfaitement maîtrisé. Je trouve que l'actrice, je suis fatigué, je suis malade encore, Ray quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle joue merveilleusement bien. Tous les acteurs sont très bons, je trouve que l'Argentin aussi est particulièrement bon. Tu sens que ça peut être quelqu'un d'assez problématique et assez flippant. Pour moi, c'est une masterclass, il y a pas un épisode en trop. C'est la série qui m'a le plus marqué aujourd'hui. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de science-fiction. En plus, la science-fiction, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Chef-d'œuvre de science-fiction qui va rentrer dans les annales, c'est sûr et certain. Je la trouve largement, écoutez-moi bien, largement supérieure à Breaking Bad. En tout cas, Breaking Bad mettait, je trouve, quelques saisons à se lancer, à devenir vraiment intéressante. Là, on est directement lancé dans le feu de l'action. C'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre à ne pas manquer. Série de l'année, Pluribus. Alors, avant de rentrer directement dans le top 10, je voudrais quand même parler de certaines mentions honorables, notamment un petit raté de ma part. L'année dernière, je n'avais pas eu l'occasion, par un manque de temps, de timing, ça tombait pas dans mon planning, et j'ai raté l'histoire de Suleiman. Voilà, qui, de mon humble point de vue, est un absolu chef-d'œuvre, qui se serait retrouvé, je pense, très très haut dans mon top, voire top 1, si ce n'est top 2, top 3, voilà, dans le tiercé gagnant de l'année dernière, si je l'avais vu à temps. Malheureusement, je l'ai vu en janvier de cette année, en décalé. Pour moi, c'est un film à ne pas manquer, c'est notre The Wire à nous. Je trouve que dans la réalisation et dans ce côté un peu faux documentaire, c'est une merveille. Tu suis du coup les pérégrinations d'un homme qui est chauffeur-livreur Uber et qui est en train d'essayer d'obtenir des papiers pour pouvoir travailler et continuer à vivre en France, quoi. C'est absolument merveilleux, c'est exceptionnel, c'est bouleversant. Tout le monde chialait à la fin. C'est un film à ne pas rater, c'est un gros manquement de ma part, ce qui m'arrive rarement je trouve, mais je l'ai raté l'année dernière et je me dois de vous le conseiller et de regarder l'histoire de Suleiman. On va faire une petite liste très rapide des films, un peu les mentions honorables sans trop développer que j'ai aimé mais qui malheureusement ne sont pas rentrés dans mon top. J'ai évidemment beaucoup aimé Demon Slayer, même si j'avais adoré le Train de l'Infini. Celui-là, vraiment, au niveau de l'animation et de la musique, c'est très marquant. Il se trouve quand même que dans celui-là, tu ressens vraiment le côté épisode. Voilà, tu sens bien les coupes de 20 minutes des épisodes, ce qui fait que le rythme du film est un petit peu bâtard. Là où le Train de l'Infini, je trouve, marchait très très bien en termes de film, parce que c'était un petit peu crescendo. Et c'est toujours un peu ronflant, parce que dès qu'ils se mettent à tuer un démon, il y a une explication de 20 minutes de pourquoi il est devenu méchant en fait. C'est parce que j'ai une enfance compliquée. Putain, non, c'est des démons quoi, ils sont méchants, ils font des trucs méchants, péter leur la gueule et arrêter d'essayer de nous faire croire que ah là là, c'est toujours horrible l'histoire. Voilà, ça c'est vraiment le running gag dans Demon Slayer, quoi. J'ai beaucoup aimé la musique de Formula One, que je trouve est un film ultra kitsch, ultra pas très bon, qui a des plans très impressionnants dans les courses, ça c'était vraiment très chouette, mais le film déborde de kitsch et est assez horrible, mais la musique de Hans Zimmer m'a quand même marqué. J'ai bien aimé aussi le film Exit 8 qui est adapté du jeu vidéo. Voilà, on est dans un espèce de high concept où quelqu'un se retrouve coincé dans un couloir du métro japonais. Et je trouve que dans l'ambiance, dans les idées de mise en scène, ils arrivaient bien à se renouveler à chaque fois. Il y avait des nouvelles bonnes idées. Je trouve que le film marche bien en 1h30. Tu fais bien le tour du concept et on touche à du malsain un peu effrayant, voilà. Et je trouve que c'était réussi dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé évidemment la voix de In Rajab, un film terrible sur une histoire vraie, sur une petite fille palestinienne qui est coincée dans une voiture où toute sa famille s'est fait massacrer par Tsahal. Ils se sont tous fait tirer dessus, donc elle est au milieu de 6 morts. Elle est au téléphone avec des urgentistes qui vont essayer de tout faire pour la récupérer, d'envoyer une ambulance pour la chercher. C'est un film, je trouve, qui manque un petit peu de mise en scène. C'est pas un excellent film, c'est évidemment bouleversant dans ce que ça raconte et c'est très beau, il y a des très bonnes idées. Ou des fois on mélange les images de la fiction et les images réelles de ce moment qui s'est réellement passé. C'est absolument évidemment monstrueux dans ce que ça raconte, tout le monde chiale à la fin, moi-même j'ai pleuré, je vous dis ouais j'ai pleuré 5-6 fois dans ma vie, ah ça fait 2 fois là cette année. Je suis sorti mais en larmes de la salle, les gros sanglots là, je chialais. Et en plus c'est même, je me suis mis à pleurer à un moment un peu random du film, c'est même pas un moment un peu marquant, mais en fait c'était l'accumulation, je me suis mis à pleurer. À partir du moment où j'ai commencé à chialer jusqu'à la fin du film, je me suis mis à chialer, des torrents de larmes, des geysers, blablabla, qui sortaient de mes tout, on pleurait dans la salle. Bon, c'est une histoire horrible. C'est une histoire horrible, voilà, c'est pas un incroyable film, mais je trouve que ça fait partie des films qui sont quand même nécessaires et qu'il est bien de voir, quoi, parce que ça te montre l'horreur d'une seule situation, hein, à Gaza, voilà. Tu sais que t'es en train de regarder
un millième de ce qui se passe là-bas, et c'est déjà absolument terrifiant. J'ai bien aimé le dernier Aronofsky, même si je le trouve pas non plus incroyable, mais ça joue bien, c'est bien mené, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé l'adaptation de L'étranger de Camus, même si je trouve qu'au niveau du jeu et au niveau de l'ambiance, j'ai quelque chose à redire, et on sent que le film se sent un peu plus faible que le livre, parce que des fois il se permet de réciter directement des passages du livre qui sont tellement majestueux et bien écrits que tu sens qu'au niveau de la mise en scène, il n'aurait pas réussi à retranscrire ça. Ce qui était un peu un aveu d'échec, mais j'ai trouvé que dans l'ambiance, dans ce personnage de Marceau, il y avait quand même quelque chose de fort. J'ai beaucoup aimé Avignon, que je trouve qu'est un film hyper drôle, je me suis trop marré, et en même temps c'est un film qui, une fois qu'il est terminé, je l'ai déjà un peu oublié. Voilà, je sais que c'est un film qui est très bien écrit, très drôle, vraiment, j'ai ri, et c'est très rare que je rie au cinéma, mais je suis peut-être touché moins par ce format comédie, voilà, parce qu'il y a peut-être moins de mise en scène. Du coup, ce sont des films qui, même s'ils sont réussis au niveau de la comédie, me restent moins, que je trouve moins marquants, que je trouve en fait au final assez anecdotiques, même s'ils m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi Eddington, le dernier film de Harry Astor, qui est une espèce de western moderne, sur fond de complotisme et de guerre entre républicains et démocrates, où on a un shérif qui va se mettre à se faire la guerre au maire. Je trouve qu'au niveau de l'humour, de l'ambiance, et vraiment Harry Astor, il a réussi à créer une patte qui est assez édifiante au film. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui se mélangent dedans, plein de thèmes abordés qui sont hyper intéressants. Le film est très long, et en même temps je trouve que ça fait partie de son charme. Il y a vraiment une ambiance qui est un petit peu étirée, et je l'aime beaucoup, même si je trouve qu'il a certaines faiblesses, mais je l'aime beaucoup de par cette ambiance qui est quand même assez exceptionnelle. C'est rare de voir ce type de film, et de voir des gens qui arrivent à créer cette ambiance que tu ne vois nulle part ailleurs. Ça y est, on y est, messieurs dames, top 10 de cette année 2025. On commence avec un film de cœur, que j'ai toujours adoré cette licence. Wallace et Gromit, Vengeance Most Foul. Alors, le titre est quasiment intraduisible parce que c'est un jeu de mots. Most Foul, c'est vrai, ça veut dire vraiment... c'est vraiment dégoûtant d'avoir fait ça, c'est vraiment très méchant d'avoir fait ça. Sauf que là, Foul, ils le traduisent en mode cuisse... c'est une cuisse de poulet, parce que le méchant, c'est le pingouin qui revient, voilà, qui est un grand méchant classique de Wallace et Gromit. Je suis absolument fan et émerveillé de ce stop motion, je suis absolument fan de ces personnages. Wallace et Gromit et le Lapin-Garou fait partie de mes 10 films préférés. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai toujours adoré. Et celui-là ne manque pas à l'appel. Voilà, il y a toujours cet humour british absolument incroyable, des nouveaux personnages incroyables, tout le délire avec les nains de jardin qui deviennent possédés, qui deviennent vraiment flippants avec leurs yeux noirs une fois qu'ils ont été retournés à l'ennemi. Je trouve ça vraiment excellent. Il y a plein de personnages hyper rigolos, la policière est hyper marrante, et vous avez toujours ce rapport qui est très drôle de Gromit, qui est un chien du coup qui ne parle pas, et donc qui est dans une communication non verbale dans le comique, alors que voilà, Wallace, lui, qui est un espèce d'inventeur de génie, est complètement déglingué et absolument inconscient de tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Je trouve que le duo de personnages marche toujours aussi bien. Les studios Hardman, c'est vraiment merveilleux ce qu'ils font. Voilà, c'est Gromit, c'est le sommet de leur art. Si vous ne connaissez pas, bah voilà, ça peut être bien de vous lancer. Il est sur Netflix, celui-là, Vengeance Most Foul. C'est un petit peu triste de se dire que pour subvenir à leurs besoins et créer des films de cette acabit, les studios Hardman, ils ont besoin de passer par Netflix. Parce que je crois que c'est, en plus, il y a tout un délire autour de la crise de la pâte à modeler en ce moment en Angleterre, où c'est vraiment compliqué pour eux. Mais voilà, si vous connaissez pas, regardez, voilà, c'est Gromit et le Lapin-Garou, chef-d'œuvre absolu. Aouh, avec des petits lapins qui hurlent à la lune. Mais que demande le peuple, voilà, c'est le summum de l'humour anglais. Voilà, c'est Gromit, ne passez pas à côté de ça, c'est une merveille. Numéro 9, j'ai mis un film ex-aequo. Ça arrive souvent, des fois il y a des films je trouve qui se ressemblent un petit peu, du coup je l'ai mis en ex-aequo. Le réalisateur de The Raid 1 et 2 a réalisé Avoc avec Tom Hardy, qui est un film ultra violent, que de la baston non-stop, où ça se fracasse, mais je trouve qu'il a une capacité à faire comme dans The Raid, ressentir la violence des coups, des impacts. Le sound design est incroyable, et surtout j'adore Avoc parce que je trouve que le film, qui est un exutoire total, est ultra bien ficelé, c'est ultra bien écrit. Pendant les scènes de baston, des fois on comprend certaines choses, il y a des personnages, on comprend leur lien, il y a un nouveau groupe qui arrive et qui se tape dessus, et le film est
est un bonbon, un plaisir, mais de violence décérébrée, ultra bien mis en scène, c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas juste regarder, c'est de la bagarre quoi. C'est trop bien ficelé, le film, il va à 100 à l'heure, la fin est apocalyptique dans la cabane là, mais c'est une boucherie, mais une boucherie de plaisir, c'est trop bien à voir. C'est sur Netflix, le film doit durer 1h30, quelque chose comme ça. Et en termes de film d'action, je trouve que c'est ce qui se fait de... C'est ce qui s'est fait de mieux cette année. J'ai adoré Havok. Et je vous dis, je trouve qu'au niveau du sound design, des chorés, des cascades, des coups qui s'infligent. Moi, The Raid 2 m'avait vraiment marqué. The Raid 1, j'avais trouvé ça pas mal. The Raid 2, j'avais trouvé ça exceptionnel. Et Havok, là, je nage en plein bonheur, quoi. Et donc, en égalité avec ça, un petit peu dans le même style, plaisir total de dégénérescence, de baston, j'ai mis Ballerina. J'ai adoré Ballerina, c'est un de mes John Wick préférés parce que c'est dans l'univers de John Wick. John Wick, j'ai toujours eu un peu de mal. Je crois que j'ai beaucoup aimé le 3. Pourquoi j'ai aimé le 3 et pourquoi j'aime Ballerina? Parce que c'est des films qui vont à 100 à l'heure. Je trouve qu'il y a beaucoup de John Wick qui sont mais verbeux, où t'as du blabla et tout ça, que tout ce que tu veux voir justement c'est de la baston quoi. Mais pas simplement de la baston, je veux voir de la créativité. Et je trouve que Ballerina est tellement créatif. Déjà dans la scène d'intro, dans la discothèque où elle se bat avec des pâtes à glace. C'est bon, j'étais dedans. Je me disais, ah, ça va être exceptionnel. Et c'est une suite de scènes, mais complètement ahurissantes, Ballerina. Il y a une scène où elle tue tout le monde dans un magasin d'armes avec des grenades. Elle ne se bat qu'avec des grenades. C'est ultra violent. Ultra gore. Alors le film part dans des délires vraiment où ils ont monté les potards. Ça a toujours été John Wick, faut accepter le délire. Oui, il y a des confréries d'assassins dans le monde qui organisent des assassinats pour des gens très riches. Faut accepter le délire de la confrérie d'assassins. Mais là ils ont vraiment poussé le délire très loin parce que t'as carrément tout un village en Suisse qui est assez connu en plus, qui en fait est un village entièrement composé d'assassins. Et je me suis dit mais les gens en Suisse qui ont dû voir ce qui habite là-bas mais qui ont dû voir ça, ils doivent se taper mais des barres monumentales quoi. Et le film montre les potards sans cesse. À un moment elle se bat avec une lance à incendie contre un lance-flamme, mais c'est en fou rire quand tu vois ça. Et en même temps c'est bien. Je trouve que on t'en donne, ça ne s'arrête jamais. Ce qui est un tout petit peu dommage dans le film, il y a un pitch à un moment qui est vraiment cool, une idée que je trouve vraiment bien, c'est que à ses trousses, ils envoient John Wick pour la buter. Voilà, il y a la Baba Yaga qui arrive, voilà. Et du coup, le film aurait pu mettre vraiment un côté un peu compte à rebours. Attention, faut vraiment que tu réussisses à finir ta mission avant que John Wick débarque, parce que John Wick il est invincible, on le sait. Elle peut pas gagner contre John Wick. Et je trouve que leur confrontation, ils en font un truc un peu trop important qui prend un peu trop de place, alors que tu sais justement que ça ne pourra jamais aboutir ni à sa morale ni à la mort de John Wick. Alors que justement si tu avais fait vraiment, elle essaye de buter les gars en même temps qu'elle se fait traquer par John Wick, bah là je trouve que ça rajoute vachement de tension quoi. Ça aurait pu être encore plus exceptionnel. Mais Ballerina, énorme kiff, énorme péta. Et vous pouvez même le regarder sans avoir forcément vu les autres John Wick, parce que c'est sa petite histoire à part, voilà, elle a sa propre histoire. Mais Havok et Ballerina, en termes de films d'action et de plaisir, de démesure, en fait je me disais en regardant ces films là, mais comment ils ont pu investir autant d'argent dans des films qui en fait ne s'arrêtent jamais en termes d'action et de ce que ça représente en termes de thunes à investir. Mais vraiment, je suis sur le cul quoi. J'ai passé un moment génial devant ces deux films et je vous les conseille, ce sont mes films d'action préférés de l'année. Numéro 8, on retourne avec un réalisateur que j'aime beaucoup, Wes Anderson et The Phoenician Scheme. C'est toujours un petit peu qui tout double, moi et Wes Anderson. Il y a des films de lui que j'adore et des films que j'aime pas beaucoup. J'avais adoré Asteroid City, je crois que c'était l'année dernière ou peut-être il y a 2 ans. Et là, The Phoenician Scheme, je trouve que justement, malgré son style qui vraiment voilà, très carré et qui peut faire redite d'un film à l'autre, il arrive quand même à se renouveler. Et là, il arrive vraiment à proposer une nouvelle ambiance, des nouveaux personnages très hauts en couleur. On va suivre justement un homme qui, je ne sais plus, est un espion... Enfin un personnage très haut en couleur qui pense qu'il va mourir, du coup il lègue tout à sa fille qui est une nonne, il a plein d'enfants, enfin on est sur une espèce de personnage un petit peu à la Citizen Kane, voilà, qui a eu une vie complètement délirante, qui a eu 12 000 tentatives d'assassinat et qui va essayer de découvrir qui l'assassine. Et enfin voilà, bref, le film est, je m'en souviens même plus trop parce que je l'ai vu au début de l'année,
Le film est assez complexe dans ce qu'il se raconte, mais c'est une suite de rencontres avec des personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Ouais, il y a Mathieu Amalric, il y a Benedict Cumberbatch, il y a l'acteur justement de Breaking Bad, Bryan Cranston. À chaque fois, je crois que t'as Scarlett Johansson, à chaque fois t'as des nouveaux personnages, et Benicio del Toro il est vraiment excellent dedans. Je trouve que le film a une patte aussi dans la colorimétrie qui est hyper jolie. Voilà, il aborde plein de sujets sur la révolution et tout ça. C'est vraiment une espèce d'explosion de saveurs, de couleurs, d'idées qui vont à 100 000 à l'heure. Et moi qui ai un peu toujours peur de me dire que Wes Anderson ne va pas réussir à se renouveler, je trouve que voilà, là c'est de nouveau un excellent film qui dans sa carrière a marqué d'une pierre blanche et qu'il faut voir, je pense, dans les nombreux films qu'il a fait. C'est un de ses meilleurs. J'ai passé un incroyable moment devant Felician Schim. Numéro 7, The Ugly Stepsister. C'est un film danois. C'est un mélange, la production c'est Danemark, Norvège, mais je crois que sa réalisatrice est danoise, où on va suivre les aventures, non pas de Cendrillon, on suit l'histoire de Cendrillon, mais on va pas suivre le personnage de Cendrillon, qui est un personnage secondaire dans l'intrigue, mais on va suivre le personnage de la belle-sœur, qui elle se considère et est considérée par ses pairs comme laide, et qui va tout faire pour pouvoir séduire le prince, transformer sa vie, et devenir justement une femme riche et aimée. C'est un film d'horreur psychologique et sur le body horror, parce qu'on va toucher à des thèmes comme les débuts de la chirurgie esthétique. C'est absolument génial et monstrueux. On va assez loin, même vous allez voir dans le body horror, c'est assez infernal. Le film, il a une espèce d'aura, même dans la photographie que j'aime beaucoup, une aura un peu rosée comme ça. Je trouve que dans le choix des cadres, il y a ce côté qui touche un peu au conte justement dans la direction artistique, dans le choix des images. On est dans une vision un petit peu rêvée, idéalisée, et qui contraste vachement bien justement avec toutes les horreurs que vous allez voir. C'est une vision un petit peu violente de l'histoire de Cendrillon, qui est absolument géniale dans la direction artistique, dans les idées de mise en scène, et dans le body horror que je trouve vraiment assez délicatement traité. Parce que j'avais eu un petit peu de mal l'année dernière avec le film The Substance, justement dans son traitement du body horror, mais c'était assez intéressant. Alors que là, je ne sais pas pourquoi ça m'a plus parlé, peut-être parce que c'est moins grotesque et justement c'est plus viscéral. Et ça te met mal dans ton siège, il y a vraiment des scènes qui sont assez terribles, quoi, voilà. Sans aller forcément dans le méga trash, mais dans ce que ça dit de violence psychologique. C'est pour ça que je trouve ça encore plus fort, parce que le body horror est là pour souligner une violence psychologique qui marche vraiment très très bien dans l'œuvre. Numéro 6, on passe au film que tout le monde a détesté et que moi j'ai adoré, Matérialiste. Une rom-com avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal. On vous a menti, ce n'est absolument pas ça. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que la bande-annonce te vend vraiment ça comme une rom-com un peu débile, voilà, alors que le film est vachement plus profond. Le film dit des choses, je trouve, très intéressantes et très belles. Ça faisait très longtemps au cinéma que je n'avais pas vu des personnages principaux qui sont des personnes si détestables, si mal dans leur peau, si cassées, si brisées par leur propre code et leur propre vision du monde. On va être sur des gens en fait qui vont considérer l'amour comme une forme de marchandise, puisqu'on peut suivre un personnage qui elle organise et essaie d'arranger des mariages et qui va se retrouver elle-même prise un petit peu dans cette vision faussée des rapports humains, des rapports amoureux, de la vision qu'on peut avoir du grand amour, qui va être une vision complètement fantasmée à partir des attentes qu'on peut avoir, voilà, qui peuvent être des attentes pécuniaires, qui peuvent être des attentes en termes de confort moral ou social. Le film parle grosso modo de la capitalisation de l'amour, voilà. Et ça m'a complètement pris, je trouve que le propos est génial, hyper délicat, je trouve que la réalisatrice, elle a une mise en scène hyper subtile, des plans à chaque fois qui sont bien pensés, une atmosphère un petit peu rosée, mais un petit peu comme dans The Ugly Stepsister, on a cette ambiance un peu douceâtre, voilà, qui donne vraiment, je trouve, une patte au film, ça joue super bien, écoutez-moi bien, je trouve que c'est le meilleur rôle de Chris Evans, avec transpersonnage. Ah putain, non, maintenant que j'y pense, c'est un peu dur de comparer les deux. En tout cas, Dakota Johnson, que je connais pour être Dakota Johnson, et je jamais considéré que ça pouvait être une bonne actrice, mais dès les premières scènes, je me disais, mais putain, mais elle joue bien en fait. Elle joue bien.
Et je trouve que ce film est un vent de fraîcheur, vraiment un rafraîchissement de voir enfin à l'écran des personnages qui sont pas juste des personnes bien léchées, bien sous tout rapport. Non, là tu touches à quelque chose qui est très humain, quoi. Ce sont des gens qui sont cassés quelque part. Et je trouve que t'apprends à les connaître avec douceur. Tu apprends leur illusion et leur désillusion et tu les vis avec eux de manière hyper délicate, hyper jolie. Je trouve que le sujet du film est très intéressant, vraiment à propos, filmé de manière brillante et parfaitement ficelé. C'est hyper bien écrit, je trouve, quoi. Alors que j'attendais un film avec ces espèces de sex symboles que peuvent être Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, je trouve que ça casse vraiment justement ces codes-là et que le film te prend à contre-pied un petit peu comme la bande-annonce le faisait, parce que la bande-annonce te présente vraiment un nouveau Love Actually, quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Ah, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé n'aiment pas ce film. Et souvent l'argument qu'on m'avance c'est ah ouais mais c'est vraiment une vision de marchandisation de l'amour. Oui, mais c'est exactement le propos du film en fait. Il parle, et c'est ça. Ben voilà, t'as trouvé. Et ça c'est pas bien ça. Non, il faut avoir que une vision de l'amour qui est bien toute lissée tout ça. Ah non. Pour une fois qu'on nous crache un peu à la gueule sur à quel point ça peut être corrompu les sentiments humains et amoureux. Ah, j'ai trop kiffé The Materialist. Mouah, c'est la rom-com de l'année. C'est pas une rom-com. On vous a eu avec ça et on m'a eu aussi, je suis tombé dans un piège. Mais c'était vachement bien. Numéro 5, je suis trop content parce que c'est le deuxième film en stop motion dans mon top de cette année. C'est Mémoire d'un escargot. Mémoire d'un escargot, c'est un film incroyable qui est fait par des Australiens qui avaient déjà réalisé un film en 2009 qui s'appelle Mary and Max, qui est un de mes films aussi en stop motion préférés, que je trouvais absolument merveilleux. Celui-là est génial et il se retrouve déjà assez haut dans mon classement. Mais je le trouve quand même moins bien que Mary and Max. Où Mary and Max c'était une petite gamine qui était mal dans sa peau et qui envoyait un peu au hasard dans un annuaire une lettre à quelqu'un à New York. Elle tombait sur un vieil homme schizophrène un peu barré et les deux allaient, c'est d'après une histoire vraie, allaient échanger pour le reste de leur vie. Ils allaient communiquer voilà, via des lettres et garder contact. Donc vous voyez déjà au pitch de celui-là, on est sur du stop motion, de l'animation pâte à modeler un peu mimi, mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a un vrai décalage avec des sujets assez sombres. Et Mémoire d'un escargot, on va suivre l'histoire d'une fille, de son enfance à son âge adulte, une jeune fille qui est extrêmement mal dans sa peau, qui a un lien très très fort avec son frère jumeau, ils vont être séparés à la naissance, et tous les deux vont vivre chacun de leur côté un peu des expériences de vie assez horribles. C'est hyper drôle, c'est hyper pince sans rire, c'est vraiment humour noir, mais disséminé de manière super subtile, c'est que des personnages ultra hauts en couleur, il y a plein de punchlines mais qui moi m'ont marqué, je trouve que dans les dialogues, attends c'est quoi, il y a un dialogue où elle dit « La vie, on ne peut l'apprécier qu'à rebours ». Mais pour avoir cette expérience-là, il faut d'abord réussir à la traverser. C'est merveilleux et il y a toujours cette ambiance un peu brune, marron, même dans le travail des couleurs. Je trouve ça passionnant ce qu'ils arrivent à faire dans la direction artistique, dans l'ambiance et le ton qui se dégage. Mémoire d'un escargot, c'est un petit chef-d'œuvre voilà, de l'animation. Je suis hyper heureux de pouvoir mettre deux de ces films d'animation en pâte à modeler dans le top de la même année. Numéro 4, messieurs dames, numéro 4. Avant de vous révéler mon numéro 4, je voudrais savoir, et posez-vous la question à vous-même, si dans notre société dans laquelle on vit en ce moment, dans laquelle on a absolument accès à tout de manière quasiment immédiate, vous avez expérimenté une œuvre d'art, quelque chose qui vous a marqué, ça peut être dans tous les médiums possibles, cinéma, art, musique, mais que vous êtes la seule personne à avoir vu. Et du coup, vous avez cette frustration-là d'en parler à tout le monde et personne n'a jamais pu mettre le nez dessus. Et ben moi, j'ai vécu ça pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'aller voir une incroyable, merveilleuse comédie musicale à Broadway qui est le spectacle de ma vie. Ça a été mon expérience la plus incroyable en termes de spectacle que j'ai vu de ma vie. Et il se trouve que 5 ans plus tard, sort enfin sur Disney+, la capture vidéo du spectacle de Broadway, la comédie musicale Frozen, la Reine des Neiges. Oui, messieurs dames, oui. Vous allez vous dire quoi, what the fuck, Lucas, la Reine des Neiges? Eh bien, écoutez-moi bien, on m'avait traîné à l'époque, j'étais allé avec mon ex, et moi, à Broadway, je voulais aller voir le truc King Kong, où il y avait un animatronique qui faisait 8 mètres de haut. Ma copine, elle voulait absolument aller voir la Reine des Neiges, et a raison, parce qu'elle avait entendu plein de très bonnes critiques dessus. J'étais allé voir ce truc-là, et j'étais tombé complètement dénu, mâchoire décrochée, tellement c'était un spectacle absolument
merveilleux. Pourquoi? Parce que déjà le spectacle est beaucoup plus long que l'histoire de base. Ils ont rajouté, pour vous représenter un petit peu la chose, 12 chansons, dont 6 sont des bangers absolus, des chansons qui te restent en tête et que tu écoutes en boucle à la sortie du truc. Et surtout, en termes de décor, de costumes, j'ai vécu un moment exceptionnel. Pour vous dire un petit peu, pour vous représenter un petit peu ce dont Shaw est capable, par exemple, vous allez avoir plein de mélanges d'idées de mise en scène. Quand elle va avoir, la petite gamine, son pouvoir, elle va jeter des petites paillettes qui vont faire de la neige. Derrière, sur le mur, il y aura une projection holographique de neige qui est en train de s'envoler. Et en plus, vous allez avoir, par exemple, de la neige qui va tomber du plafond ou des pics qui vont sortir du sol. Enfin, c'est un mélange de procédés qui fait que vraiment, tu vis un moment de magie exceptionnelle. Écoutez-moi bien, il y a du Méliès dans La Reine des Neiges, le musical de Broadway. Là, je retrouvais les sensations de voir vraiment la magie de tellement de techniques entremêlées. Je revivais Méliès avec Broadway le musical. Et alors écoutez-moi bien, parce que cette capture vidéo n'est pas la capture vidéo du spectacle que j'ai vu. C'est la capture vidéo du spectacle qu'ils en ont fait à Londres, avec le casting londonien, qui est déjà très impressionnant, mais vraiment le casting de Broadway, pour avoir bien comparé les deux, était déjà en plus vraiment au-dessus, quoi. Donc je suis persuadé que vous avez passé un excellent moment, parce que ça reste quand même une expérience à vivre, je trouve, assez exceptionnelle, mais il faut quand même vous dire que mon expérience lui était supérieure. Il y a même dans la captation vidéo, du coup, vous pouvez voir sur Disney+, des chansons qui ont été tronquées, qui sont un petit peu dommages, parce que justement c'était des chansons qui donnaient beaucoup plus de coffre et de développement à certains personnages, qui rendaient vraiment l'histoire beaucoup plus intéressante, parce que les personnages étaient un peu plus creusés en profondeur dans le dilemme moraux et tout ça. C'était encore plus impressionnant, moi, quand j'étais à Broadway, parce qu'à un moment il y a une scène avec un pont de glace, par exemple. Là vous allez voir, le pont de glace il est très beau, mais il traverse la Seine. Nous, le pont de glace il descendait du plafond. D'un coup tu lèves la tête et tu vois sur la scène il y a un pont de glace qui descend, et les personnages ils jouent dessus, ils chantent et ils tombent du pont, ça grippe à des cordes et tout. Enfin, c'était trop impressionnant, quoi. Mais il y a tout dans ce musical. Il y a du quick change, il y a des chansons incroyables, il y a des chœurs, il y a des danses, vous avez tout, c'est la totale. Frozen, c'est le spectacle total. En termes de mise en scène, ben c'est rien, c'est une captation vidéo en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu particulier. Et en plus, vous allez voir, comme des fois ils vont chercher des gros plans sur des personnages, ben comme c'est des personnages qui chantent, qui s'adressent à toute une salle, des fois vous allez avoir l'impression qu'ils ont des expressions peut-être un petit peu poussées, un petit peu forcées. Mais au moins, ça va vous permettre, vous allez voir, de voir les maquillages, les costumes en détail, qui sont vraiment très impressionnants. Donc c'est un petit peu donnant-donnant, mais en termes de complexification de l'histoire, de développement de personnages, de mise en scène dans le spectacle, dans la magie justement de ce que c'est. Voilà, moi je retrouve de la magie de Méliès, mais de la magie de Disney aussi. Je retrouve des moments merveilleux où tu te dis putain, mais là l'idée elle est géniale, quoi. C'est moins spectaculaire là dans la capture vidéo, mais à un moment, Elsa, quand elle se bat avec les hommes qui viennent l'attaquer, genre l'actrice elle fait ça et t'as un putain de pic de glace d'où qui sortait du sol. Ah, c'est incroyable. Bon, là vous avez des pics de glace qui apparaissent, voilà, c'est quand même bien foutu, mais c'est pas si spectaculaire que ce que moi j'ai vécu, voilà. Mais il n'empêche que je pense que vous avez passé un superbe moment, voilà, devant Frozen, la comédie musicale. Je mourrais sur cette colline là et je me battrais pour Frozen, pour que enfin les gens puissent voir ce spectacle qui m'a tellement marqué et avec qui je ne pouvais pas en parler, je pouvais en parler à personne. Enfin, chaque fois que j'en parlais, je me disais ah, ok, ah, super Lucas. Ah ouais, la Reine des Neiges, ouais, super. Mais si, tu ne comprends pas, en fait, mais c'est merveilleux, il faut absolument regarder la Reine des Neiges. Et là, de le voir enfin sorti, moi, je l'ai regardé plusieurs fois, parce que ça me rappelle des choses, ça me rappelle des super souvenirs. Et vous devez de regarder la Reine des Neiges, vous ne pouvez pas manquer à cette masterclass. Voilà, oui, la Reine des Neiges, on parle de la Reine des Neiges, mais écoutez-moi bien, le film de base, je n'en ai rien à taper. Je le trouve médiocre au possible, assez inintéressant, et il n'empêche que j'ai été transporté par cette relecture qui propose une vision encore plus merveilleusement écrite et chantée de la Reine des Neiges, voilà. Ah, il y a tout dedans, il y a tout. Vous allez regarder la Reine des Neiges et vous allez arrêter de faire chier. Numéro 3, messieurs, dames, le podium de cette année 2025. En numéro 3, on a un film très marquant qui m'a fait m'accrocher à mon siège pendant la séance. Je parle de Sirat. Sirat, qui est un film français réalisé par Oliver Lax, je crois, qui est un film très étrange, très bâtard, qui a une ambiance
très particulière, mais justement tout à fait originale et qui vraiment, moi, m'a surpris de plein de manières différentes, notamment par sa narration. On va suivre un père et son jeune fils qui vont aller se rendre dans un festival un petit peu techno, hard, trance, et qui sont à la recherche d'une jeune fille qui aurait fugué ou qui aurait disparu, voilà, leur fille de 16 ans. Et le film est enveloppé déjà de cette ambiance musicale, de ces rythmes de basse, ces sons voilà, qu'on peut imaginer, qui lui donnent vraiment, je trouve, une atmosphère très particulière. Le père et le fils vont rencontrer un groupe de personnages assez hauts en couleur qui sont des itinérants et qui se baladent du coup d'un festival à un autre. Et en plus de ça, on aura en sous-texte tout un développement, mais de rumeurs et d'éléments un peu lointains qui nous font comprendre qu'on se rapproche doucement d'une troisième guerre mondiale ou un peu d'une apocalypse, en tout cas d'une guerre totale qui va un petit peu ravager la région. Et le film est très très étonnant parce qu'il part dans une direction auquel tu ne t'attends pas du tout. Tu as des changements abrupts de ton et d'ambiance qui le rendent justement assez saisissant, assez marquant. Je trouve que dans le travail de la musique, justement de cette ambiance qui entoure ce festival de musique, c'est particulièrement réussi. C'est presque une expérience à vivre, j'ai envie de vous dire, au cinéma, parce que justement au niveau des basses, des sons, ce que ça peut te faire ressentir, je ne sais pas si vous pouvez avoir la même expérience que j'ai vécue si vous ne le regardez pas en salle. Évidemment, dans Sirat, il y a des moments très marquants, notamment la scène de fin qui est absolument irrespirable. Je n'ai cette année jamais autant stressé que devant cette scène de fin où je n'arrivais presque pas à regarder l'écran, ne serait-ce que dans le choix des plans. Tu te dis, ah mais si à tel plan là, c'est qu'il va se passer ça. Et le film te prend quand même plutôt pas mal à contre-pied, ce qui fait que tu es sur la corde raide, tu ne peux plus respirer et tu attends simplement le moment terrifiant, justement le son. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une scène très silencieuse qui joue sur le son. Et le moment où le son apparaît, c'est synonyme de catastrophe et d'apocalypse. Exceptionnel Sirat, masterclass. Très bonne idée, film complètement perché, qui a vraiment une patte à lui. Et qui vaut le coup d'être vu si vous avez les tripes et le cœur bien accrochés. Numéro 2, le deuxième de mon classement 2025, c'est Bugonia de Yorgos Lanthimos, qui décidément, de film en film, ne cesse de me surprendre et se retrouve régulièrement dans mes tops. Et oui, je trouve que vraiment à chaque fois, il arrive justement à proposer une mise en scène qui est vraiment très propre à ce film-là. Et ça que j'ai toujours aimé dans le cinéma, c'est que quand au bout d'un moment, tu as vraiment bien pensé ta mise en scène du début à la fin, tu as une ambiance qui se dégage de cette mise en scène et de ton film qui est vraiment propre à ton film. Et je trouve que Bugonia, donc c'est l'histoire de deux cousins complètement complotistes, redneck, un peu du tréfonds de l'Amérique, qui à force de théories de complot et de regarder des trucs sur internet, sont persuadés qu'il y a une jeune femme qui est jouée par Emma Stone et qui est une PDG absolument infernale d'une compagnie, sont persuadés que c'est la représentante d'une civilisation galactique qui est là pour faire des tests sur les êtres humains. Ils vont du coup la kidnapper et se retrouver avec elle chez eux, voilà, dans leur cave, en essayant de lui faire avouer du coup ce qu'elle n'est pas une extraterrestre, voilà. Et donc c'est un espèce de thriller psychologique comme ça sur la paranoïa, à quel point des faits réels peuvent être transformés dans l'esprit des gens justement en faits complètement détournés. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le personnage de Emma Stone, c'est une ordure. C'est une ordure qui est quelque part, t'as même pas besoin d'être complotiste pour te rendre compte qu'elle fait des choses absolument atroces. Mais eux voient ça par le prisme du mal et par le prisme justement d'une ingérence extérieure. Le film va très très loin, il monte les potards vraiment à 1000%. Moi j'avais vu un petit peu la fin venir, il n'empêche que t'es embarqué vraiment dans ce rythme effréné de ce film, où ça joue superbement bien. Comment il s'appelle l'acteur? Jesse Plemons là, qui est un acteur incroyable. Je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Je trouve qu'il y a des scènes très très marquantes dans ce film Bugonia. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de trop en révéler sur ce qui se passe. L'intrigue évolue très très vite, il se passe vraiment plein de choses. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder ce film qui, je vous dis encore, a une patte, une telle spécificité, une telle marque, un truc tellement intéressant à dire. Je trouve qu'il se retrouve deuxième de mon top. Assez facilement. Même si j'ai beaucoup hésité entre lui et Sirat, je dirais ce qui a fait pencher la balance pour que celui-ci soit premier, c'est que je trouve qu'il y a des comédiens dans Sirat qui ne sont pas des comédiens et qui jouent peut-être un peu moins bien que les autres, même si voilà, ils arrivent à délivrer des bonnes performances. Alors que là, je trouve que le niveau de jeu, même moi qui n'aime pas Emma Stone, je trouve là que le niveau de jeu est vraiment exceptionnel. Et ça y est, messieurs dames, on passe au numéro 1 de mon top 2025. Mon numéro 1, c'est
Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur que j'adore, qui je trouve qui est un des plus grands réalisateurs du 21e siècle, qui a réalisé des chefs-d'œuvre comme There Will Be Blood, Magnolia, The Master, qui est mon préféré de ces films, que je trouve un film avec Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman, qui est vraiment une merveille, qui est exceptionnel. Et tous ces films dont je viens de vous parler, je les trouve même meilleurs que Une bataille après l'autre, qui quand même se retrouve numéro 1 de mon top film voilà, de cette année. Pourquoi j'ai passé un moment exceptionnel? Parce que c'est une personne, Paul Thomas Anderson, qui a un sens du cadre, de la mise en scène, mais qui est d'une justesse à chaque fois, qui a des idées absolument géniales. Le film alors est porté par DiCaprio, mais qui, quelque part, je trouve, est l'élément un peu le plus faible du film, parce que c'est un personnage qui est très haut en couleur, qui est très comique. Dans sa course-poursuite, je trouve, marche très bien. Je trouve qu'il cabotine un peu là où le film se suffirait à lui-même en termes d'humour, parce qu'en fait ce qu'il vit et son personnage est tellement déjà haut en couleur que t'as pas besoin d'en rajouter pour qu'il soit rigolo et que tu puisses rire du personnage, justement. Les situations dans lesquelles il se retrouve sont hyper marrantes, hyper hilarantes, et je trouve que voilà, DiCaprio en fait peut-être un petit peu trop, là où je trouve que justement Benicio del Toro il est en roue libre, il est génial. Les deux actrices qui jouent la mère et la fille sont vraiment super. C'est vraiment des super actrices, notamment ouais, la gamine qui a un rôle très important pendant toute l'intrigue, qui joue vraiment super bien. Et surtout, on a Sean Penn dans un de ses meilleurs rôles, un méchant cultissime, un militaire complètement dégénéré, Lockjaw il s'appelle. Ne serait-ce que dans la démarche qu'il lui a fait, mais il y a un travail d'acteur mais qui est génial quoi. Et le personnage est fou allié, c'est un espèce de néo-nazi qui veut absolument rejoindre une congrégation de suprémacistes blancs, mais du coup qui a un fétiche sur les femmes noires et qui a peur d'avoir eu un enfant avec cette femme afro-américaine et qui veut absolument la retrouver pour essayer de la tuer pour pouvoir se débarrasser justement de ce sang bâtard et de cette bâtarde qu'il aurait éventuellement mis au monde. Et le personnage est exceptionnel, voilà, toutes ces interactions, toutes ces scènes sont géniales et c'est magnifié, oui je trouve, par le rythme et la mise en scène de Paul Thomas Anderson quoi. Il y a une scène de course-poursuite en voiture à la fin, c'est la seule fois de mon année où je me suis dit absolute cinéma. Ah ouais, là, ça c'est de la mise en scène. Le gars est trop fort. En fait, on est sur une zone complètement désolée avec une route qui va vraiment en tout droit et c'est une suite de collines comme ça. Et en fait, avec des caméras à longue focale qui l'accrochent aux voitures, on dirait que toutes ces collines sont hyper compressées et du coup ça fait un espèce d'effet de tu disparais et ensuite tu revois ce qui se passe et tu disparais et tu revois ce qui se passe. C'est génial au niveau de la tension, au niveau de la course-poursuite, au niveau de qui voit quoi et tout. Je trouve que c'est maîtrisé. Le montage est génial et ça me fait encore d'autant plus plaisir que Paul Thomas Anderson soit essayé un petit peu au genre comique, qu'il soit parti dans une nouvelle direction parce que c'est quand même souvent des films un petit peu sérieux qu'il fait. J'avais un peu moins aimé Phantom Thread, son avant-dernier, mais alors là je remarche complètement. Voilà, je trouve que le film a une ambiance, des idées de mise en scène qui font que c'est un chef-d'œuvre numéro 1 de mon top. Chef-d'œuvre, pas loin, je pense pas loin du chef-d'œuvre, parce que Magnolia je trouve c'est un chef-d'œuvre, There Will Be Blood c'est un chef-d'œuvre, The Master c'est un chef-d'œuvre. Celui-là va être légèrement en dessous, mais c'est quand même un excellent film qui a largement mérité de se retrouver top 1 de cette 10e année de vidéo de top. Ça me fait trop plaisir que 10 ans de vidéo et je fais un top 1 avec un film de Paul Thomas Anderson qui m'a énormément plu. Voilà. Écoutez, j'espère qu'avec cette vidéo je vous ai fait éventuellement découvrir des films comme d'habitude. On se retrouve très vite pour le flop film parce qu'évidemment, vous le savez, il y a eu toute une série des troncs puants et il va falloir redresser tout ça à la baguette. Il faut que Maître Lucas passe par là pour distribuer les mauvais points parce que vraiment c'était aussi une belle année de merde en termes de cinéma. Mais il n'empêche que je suis très content d'avoir fait ces 10 ans avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début, depuis ma chaîne Écran Noir où j'avais commencé ces vidéos. Et je vous dis évidemment très vite pour les flops, mais aussi à l'année prochaine, en 2026, pour encore un nouveau top sur les films qui m'ont le plus marqué. Ciao, à bientôt!